Mais j'ai pris mon service de gendarme de réserve dans une brigade du Loir-et-Cher. Et après discussion avec mes collègues, il est à noter une recrudescence du vol de nourriture. Des jeunes comme des personnes âgées. Les jeunes font parfois des vols à main armée pour quelques euros dans le but de se nourrir. Et les vieux embarquent du jambon dans les supermarchés. Ils ont une retraite, mais les charges sont tellement lourdes qu'ils n'ont plus de quoi acheter à manger. Ça fait mal de les voir ainsi. Ceci est très important pour une raison très simple, parce qu'il y a à peu près 2 ans, dans la revue de presse, j'avais donné une information qui était assez surréaliste, et qu'un dessinateur d'ailleurs avait illustré. C'était le braquage d'une boucherie. C'est quand même assez nouveau. Hein. D'habitude, on braque les banques. Donc, il y a 2 ans, j'ai vu, vous savez, que ces effets de pop-corn, comme on dit. Vous avez, quand vous faites du pop-corn, vous avez un premier, vous savez, qui éclate. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Donc, nous sommes dans une situation extrêmement grave en France, malgré tout ce que vous dit BFM, iTélé, etc., et les autres. La France, du moins la périphérie de la société, aujourd'hui, a faim. Et je vais vous le montrer, je vais vous le prouver. C'est des informations qui ne remontent pas effectivement dans le public, sur les médias, mais comme le témoigne ce gendarme qui s'appelle Olivier, que je remercie à nouveau, parce que je pense qu'il va regarder la vidéo, j'estime que son témoignage... Enfin, je le remercie parce que sans lui, je n'aurais pas eu l'idée... Ah d'accord, et il est là en plus. Ben merci. Ok. Merci. Merci à vous, parce que grâce à vous, donc, j'ai préparé quelque chose de particulier. Alors, pourquoi la France a faim? Alors, on va le voir sur différents angles. Alors, la première chose, par exemple, c'était une information que j'avais estimée à l'époque de très très mauvais augure. 250 postes, donc sabrés, en 2012, déjà, hein, et 1000 à 1500 autres à venir en 2013, selon l'industrie des charcutiers, la Fédération des industriels charcutiers, pardon. Alors, par exemple, je vous donne quelques noms que vous connaissez. Les charcuteries alsaciennes Hiller, les rillettes sartoises Boussard sont déjà tombées, hein, elles sont morues. Géomadrange, c'est une marque que vous connaissez, que vous avez vu plein de fois dans les supermarchés, sont en sursis. Et selon M. Robert Volut, donc, qui est le président de la Fédération des charcutiers, nous avons perdu plus de 700 emplois et que la situation est extrêmement grave dans le secteur de l'agroalimentaire. Alors ça veut dire quoi? Alors ça veut dire tout simplement que les Français n'achètent plus autant de nourriture comme avant, tout simplement. C'est-à-dire que les gens ne peuvent plus se payer à manger. Alors, vous tous qui êtes ici, on fait partie sans doute, enfin peut-être parmi vous, il y a des gens qui ont du mal, mais je peux vous dire qu'au niveau de... C'est pour ça que je vous parlais de périphérie de la société, hein, ça devient de plus en plus difficile. Et je vais vous le montrer, parce que ça affecte quasiment l'ensemble du spectre de l'industrie agroalimentaire. Et je tiens à rappeler que la Révolution française, entre autres, enfin, il n'y a pas que celle-là, a commencé surtout parce que les gens avaient faim. Hein, c'est la clé. Hein, s'il y a des questions là-dessus, je pourrais répondre, même si ce n'est pas vraiment ma spécialité, mais la faim a déclenché la Révolution. Je vous signale que les Français ont marché sur Versailles et ils ont demandé du pain. Hein, d'où la célèbre réponse, même si elle n'est pas exacte historiquement, de Marie-Antoinette: ils n'ont qu'à manger je crois s'ils n'ont plus de pain, qu'ils mangent de la brioche. De la brioche, j'allais dire du gâteau. Dit, mais... Voilà, enfin, il y a eu quelque chose de similaire, parce qu'elle avait lu un livre de Jean-Jacques Rousseau. Alors, premier exemple. Regardez bien, ça touche là, pour le coup, les yaourts, hein, et tout ce qui est produits laitiers. Danone prépare un méga plan de licenciement entre 2000 et 4000. Hein, donc ça affecte Danone au niveau mondial. Candia, c'est le lait. Hein, 313 personnes et ferme 3 usines en France. Boum. Le célèbre charcutier Jambon d'Aoste supprime 68 postes. 70 postes également qui sont supprimés donc, chez le charcutier Rénal et Roquelaure. Pardon, c'est les Cassoulet, autant pour moi.
Et Pasquier, donc ça c'est les biscottes, hein, donc là c'est le pain, lui a décidé de fermer une usine, tout simplement. Alors ensuite, Calixte à Beaufre dans l'Ardèche, là aussi c'est 65 personnes, toujours dépendant du charcutier d'Aoste. Pour vous dire que ce n'est pas spécifique à la France, hein, puisque le continent nord-américain est touché. Alors, je ne vais pas vous faire la liste, je vous donne simplement 2 exemples très précis. Alors, au Canada, vous avez une grande chaîne d'épiceries. Hein, c'est un peu comme les G20, vous voyez, ou les Monop, etc. Donc, c'est Loblaw, dans le Loblaw, Ontario, qui supprime 700 postes et qui ferme, bien entendu, tout un tas de magasins. Aux États-Unis, c'est la chaîne des 200 boutiques épiceries, puis c'est des grandes boutiques, hein, c'est quasiment des petits supermarchés, Fresh and Easy, hein, qui va fermer avec une perte de 1000 emplois. Hein, voilà. Coca-Cola Europe, rien que pour l'Europe, hein, parce que là ça concerne les sodas, donc les gens qui achètent de sodas pour leurs enfants, c'est 500 personnes, dont, si mes souvenirs sont bons, 150 en Aquitaine, à Bordeaux. Hein. Donc vous voyez que ça touche l'intégralité, hein, de nos courses, de notre caddie. D'où, alors le poulet, bien entendu, vous en avez tous entendu parler, c'est 1000 emplois, hein, c'était à Châteaulin. Vous avez Belvédère, Beaucaire dans le Gard, alors eux c'est les vins et spiritueux, hein. Emploi menacé 700. Le groupe propriétaire, entre autres, hein, de la vodka Sobieski, et du whisky William Peel emploie 3650 personnes, dont 750 en France. Le groupe alimentaire, alors ça c'est un groupe alimentaire américain, enfin anglo-saxon, donc il était question de virer 18 500 personnes. Alors je ne sais pas s'ils l'ont fait, peu importe. Toujours est-il pour vous montrer que quand la crise frappe vraiment très dur, lorsqu'il y a des gros groupes agroalimentaires, ça représente du monde. Là en l'occurrence 18 000 personnes. La direction d'Alice, alors c'est intéressant parce que là on change, on va dans les plats surgelés. La direction d'Alice, spécialisée dans la fabrication de plats surgelés et cuisinés frais, pour la grande distribution et la restauration, a annoncé à 80 de ses salariés, hein, la fermeture de son site de Falaise dans le Calvados. Hein, donc ça va être fermé en 2013. Alors pourquoi tous ces sites ferment ou licencient? Tout simplement parce que les Français n'achètent plus comme avant. Ils n'ont plus d'argent pour acheter à manger. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et on vous dit que la crise est derrière nous. Hein. Voilà, j'ai entendu ça récemment. D'ailleurs, je vous fais une parenthèse. Je ne sais pas si vous avez vu cette information, mais je tiens à saluer le courage de notre président François Hollande, qui a demandé, lors de sa dernière visite dans une caserne, puisqu'il a visité les militaires, le service de sécurité donc, de l'Élysée a demandé à ce que tous les militaires soient désarmés. C'est une première quasiment. Je n'ai pas le souvenir... mais là, franchement, c'est quand même... On voit qu'il commence à avoir... hein, Mitterrand l'avait fait aussi? À chaque fois. Ah, on voit que les socialistes ont peur. Hein, c'est vraiment étonnant. Enfin bref. Donc, désarmement. Hein, moi, je vous ai toujours dit que tout ça se finirait par un coup d'État, hein, au moins. Hein, que les militaires, à un moment donné ou un autre, prendront le pouvoir parce que ça va être trop... comment dire, la catastrophe en France, parce que les gens justement ne pourront plus s'acheter à manger. Je l'ai déjà annoncé ça il y a 2-3 ans. Vous êtes tous témoins ici, enfin certains, parce que je l'ai dit sur les ondes, écrit sur le blog. Eh bien, vous voyez que là, c'est en train de se dérouler sous nos yeux, véritablement. Alors, je vous garde le meilleur pour la fin, si j'ose dire. Non, c'est drôle, la fin. Le père Dodu, ça y est, c'est bien. Le père Dodu licencie 30 personnes. Hein, donc il va changer de nom, il va s'appeler le père Maigre, hein, manifestement. Et donc sans doute 22 autres personnes. Alors, tiens, c'est pour toi. Oui. Ça va être intéressant. Alors, on va faire un recoupement, juste pour vérifier. Hein, parce que vous savez qu'on vous dit, journaliste, il faut recouper les informations. Donc on va recouper ça. Si les Français ne peuvent plus se nourrir, et vous savez que les Français adorent leurs animaux, ils adorent leurs chiens, ils adorent leurs chats. D'accord? S'ils ne peuvent plus s'acheter à manger, en conséquence de quoi, ils ne peuvent plus acheter à manger à leurs animaux domestiques. D'accord? J'ai pas eu, hélas, besoin de chercher bien loin, parce que Continental Nutrition, hein, qui est un spécialiste, donc ils sont dans le Vaucluse, à Védène, donc c'est alimentation pour animaux domestiques. Hein, donc là, vous avez, grosso modo, 100 emplois menacés. Donc vous voyez que ça confirme que les Français ne peuvent
plus s'acheter à manger. Alors quand je dis les Français, c'est pas tous les Français, mais ça devient extrêmement grave. Et lorsque les Français qui adorent leurs chiens et chats sacrifient l'achat de Kit Kat et autres pâtés, je peux vous dire que, pour moi en tout cas, toutes les alarmes sont au rouge. Alors, ça c'est le premier recoupement. J'ai fait un deuxième recoupement, pour faire plaisir, c'est Sœur Anne ne vois-tu rien venir, hein, voilà. Donc, j'ai regardé, est-ce qu'il y a eu d'autres cambriolages de boucherie? Est-ce que le cambriolage que j'avais donné à la radio il y a 2 ans, est-ce que c'était juste one shot? Eh bien, figurez-vous que c'est devenu une épidémie, une véritable épidémie. France 2 n'en a pas fait un sujet, on vous parle que du mariage gay, hein, il n'y a que ça qui les intéresse. Il y a eu un sujet hier sur France 2 de types qui abattent les vaches la nuit et, voilà, qui les découpent en professionnel voilà, pour piquer la viande. C'est-à-dire qu'on commence à avoir les paysans commencent à être obligés de sécuriser leurs vaches dans les prés parce que les types les abattent et les découpent. Absolument. Pour les ça, je l'ai donné également il y a à peu près 6 mois ou 10 mois parce qu'on a une information, on a une première. Donc vous voyez que l'information popcorn est véritable. Alors regardez bien. Cambriolage d'une boucherie, 1er août 2012. Hein, donc c'est à Morestel dans l'Isère. Boucher cambriolé pour la 4e fois à Bressols, Dépêche du Midi. Les cambrioleurs font le plein à la boucherie. Ils ont dérobé dans une boucherie des Halles de Cap-Breton 8 jambons, 2 jambons blancs, 12 andouillettes, 10 saucissons. Une petite partie du préjudice qu'accuse ce commerce, blablabla, etc. Il y en a pour 10 000 euros. Voilà. Ça, c'était dans Sud-Ouest. Une boucherie de Grainville-la-Teinturière a subi l'intrusion de cambrioleurs en cours de la nuit. Donc ça, c'était le 20 décembre 2012. Vous voyez, c'est pas vieux. Côte d'Or, La Roche-en-Brénil, cambriolage de la boucherie, les voleurs étant repartis avec l'alimentaire, jambon sec, diverses charcuteries. Voilà. La boucherie de la place de l'église à Ambro a été cambriolée dimanche après-midi, 24 juillet. 2 cambriolages, boucherie Urgère en Beauce, dimanche 23 septembre. Alors, bon, on passe. La boucherie de Crouy, dans l'Aisne, a été mise à sac dimanche soir. Ils ont tout pris. Boucherie Fred à Aucunville, un cambriolage évité. 2 cambriolages à Bellevue. La boucherie La Charolaise a été victime d'un cambriolage. 30 kilos de viande. Les mecs, ils partent avec 30 kilos de viande. Mais attendez, c'est plus les banques qui cambriolent les mecs, c'est les boucheries. Attends, et bientôt, vous allez être obligé d'avoir un sas de sécurité. On va vous fouiller devant l'entrée. Vous êtes obligé d'enlever vos casques. On a vu pour la première fois dans les supermarchés des antivols sur la viande prédécoupée, comme dans les magasins de vêtements. Voilà, ça aussi, je l'ai donné il y a 1 an et demi. Ça a commencé en Irlande. Vous voyez que le monde anglo-saxon, hein, qui est dans la crise, hein, parce que bien entendu, la crise n'est que chez les pigs, hein, les porcs. Là, c'est le cas de dire, on est en pleine charcuterie. Donc, les pigs étant, bien entendu, Portugal, Irlande, Espagne, etc. Tous les pays catholiques, bien entendu. Hein. Les Américains, eux, ne sont pas concernés, alors qu'ils sont plus endettés à titre individuel que les Grecs. Hein. C'est ça, le véritable scandale. Enfin bref, je continue avec nos amis bouchers. Donc, alors, vers minuit également, écoutez bien. L'entreprise alors parce qu'après les boucheries, il y a les picards. Hein. Alors, en l'occurrence, c'est l'entreprise de surgelés Crust Armor a été visitée. Plusieurs portes ayant été fracturées. C'était en télégramme du mois de juin. Les halles gourmandes cambriolées le 9 juillet. La Bourriette. Selon la police... Donc, non mais attendez, je ne sais pas si vous voyez les inspecteurs de police, les gendarmes, les mecs, vous voyez, ils pensaient poursuivre les cambrioleurs qui ont braqué des banques, vous voyez, des trucs. Maintenant, ils sont obligés de courir après des mecs qui braquent des boucheries, des trucs picards. Non, mais attendez, et en plus, ils sont pas payés ou plus payés. Ils sont obligés de faire de l'autostop parce qu'ils ont plus de budget. Les militaires ne sont pas payés non plus. Les gendarmes de réserve ne sont pas payés. Et la dernière information que j'ai donnée sur le blog, les réservistes de la police nationale ne sont pas payés non plus. Ils ont entre 2 et 8 mois de retard de versement de solde. Je ne sais pas si vous imaginez. Et en même temps, on vient de donner 5 milliards, enfin peut-être pas autant parce qu'il y a la partie du gouvernement belge, 5 milliards d'euros pour couvrir la banque Dexia. C'est-à-dire c'est l'équivalent, hein, parce que M. Manuel Valls a dit il y a eu 1400 voitures, je ne sais pas combien, de brûlées le jour de l'an. Eh bien, le jour de l'an, la banque Dexia a brûlé plus de 650 000 voitures. Je tiens à le souligner. Donc ça, c'était pour la Dexia, parce que c'est difficile de ne pas en parler. Bref. Donc, la totalité de la chambre froide du boucher a été vidée. C'est dans l'Indépendant. Et enfin, parce que là, ils n'ont pas froid aux yeux, si j'ose dire. Écoutez la suite.
ils sont rentrés dans la chambre froide, elle est bonne, dans une boucherie du centre-ville de Nice. C'est-à-dire cambriolage d'une boucherie en plein centre-ville de Nice. C'est plus les petites boucheries perdues, vous savez, dans les petits villages ou les villes de moyenne importance. C'est carrément en plein centre de Nice. Il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Nulle part, pas un seul papier, pas un seul sujet pour mettre en garde tous les bouchers, tous les charcutiers, etc. Parce que maintenant, hélas, il n'y a pas que. Et même à Paris, on a vu des fleuristes être braqués. Et on a vu, il y a encore 2 jours, un magasin de chaussures être braqué. Vous voyez, bientôt, ça va être les boutiques de lingerie. Enfin bref, tous les magasins vont y passer. C'est les signes d'une crise absolument phénoménale. Et on ne vous montre, bien entendu, que les images de gens qui se précipitent chez Darty, chez Carrefour, pour faire les soldes. Vous avez tout un tas de blaireaux qui courent un 110 mètres haie pour être les premiers à s'emparer d'un prix soldé. Mais vous vous rendez compte? Alors que là, il y a le feu. Alors, recoupement numéro 3, puisque bien entendu tout ça concerne les Français et le caddie des Français. Carrefour, la chaîne d'hypermarchés, donc à Massy. Alors aujourd'hui, il y a 533 emplois qui sont menacés. Donc ça, c'était fin août 2012. Donc Carrefour avait dit qu'il allait virer 533 personnes. Donc bien entendu, cela ne prend pas en compte les sous-traitants, bien entendu. Ceci vous montre aussi, alors je termine avec Carrefour, il y a Auchan, emploi menacé, 1700. Auchan va virer 1700 personnes. Enfin, dernier recoupement, je referme le tiroir après, puisque après l'alimentaire, il y a l'hygiène, donc le savon, le dentifrice, etc. Alors, Colgate, Palmolive, va supprimer 2300 emplois. Et juste pour vous donner une idée que la crise ne sévit pas qu'en Europe, au Japon, McDonald's va fermer 110 magasins, enfin boutiques, en 2013, et 500 autres après. Donc vous voyez que c'est un vrai problème. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire que nous sommes exactement sur le même chemin que la Grèce. J'ai pu discuter avec un certain nombre de commerçants grecs, et ils m'ont tous dit que pour eux, le pire avait commencé grosso modo il y a 2 ans et demi, lorsqu'ils ont commencé à voir leur chiffre d'affaires baisser de grosso modo 30%. Eh bien, ce que vous voyez ici, c'est une baisse du chiffre d'affaires de tous ces gens de grosso modo 30%. Nous sommes sur le chemin de la Grèce, parce que qu'est-ce que cela entraîne, ces moins 30%? Eh bien, ce sont autant de recettes pour l'État, TVA, etc., en moins, qui rentrent dans les caisses, sans parler des cotisations patronales et tutti quanti. Ce sont autant de salaires en moins qui vont dans les banques. Je ne parle pas de Pôle emploi. Et ce sont autant de charges supplémentaires qui viennent tomber sur les comptes de la France. Pour vous donner une petite idée, c'est une information que j'avais donnée, mais puisqu'on est dans l'agroalimentaire, c'est un lecteur qui me l'a signalé, mais le Parisien, on en a parlé également. En 1 an, le prix de la pomme de terre a explosé de 81%. Alors c'est sûr, vous faites le plein de patates, vous en avez pour 4-5 euros. Le problème, c'est qu'avant, quand vous faisiez le plein de patates, vous en avez pour 2 euros. Vous voyez, et quand vous multipliez tout ça avec une famille et tout au long de l'année, ça fait beaucoup en plus. Et bien entendu, l'INSEE vous a dit que l'inflation était de 2,5%, ou je ne sais pas combien, 3%. Voilà. Donc manifestement, les inspecteurs de l'INSEE ne mangent jamais de patates ni de frites. Au moins, on peut voir ça. Alors, cette inflation due à la crise, aux États-Unis, vous pouvez la voir de manière encore plus pertinente, puisque vous savez qu'à Thanksgiving, c'est leur fête nationale, la grande fête familiale, il y a une journaliste de CNBC, c'est Amanda Drury. Alors, elle a envoyé ce tweet en novembre dernier.
Alors cette année, donc, le prix des dindes a augmenté de 20%. Et le prix pour les pommes, hein, fruits, ont augmenté de 30%. Donc ça, c'est aux États-Unis. Donc là, il faut remercier, bien entendu, M. Ben Bernanke pour la planche à billets. Donc vous voyez que ça, ce sont les effets radicaux des différentes planches à billets américaines. Alors, bien entendu, ça, c'est l'augmentation de 20% sur la dinde. C'était uniquement pour 2012. Il va de soi qu'en 2011, c'était également plus 15 ou plus 20. D'ailleurs, j'avais donné une information. Ça, c'était en 2010. Regardez bien. L'hyperinflation a bien démarré. Regardez le prix de la dinde aux États-Unis, plus de 28% juste en un an. Et ça, c'est une information de Bloomberg. Donc, je vous informe tous et toutes, pardon, que les dindons de la farce, c'est nous, c'est vous. Eh oui, parce que c'est vous et nous qui sommes taxés, alors que tous les fonctionnaires et surtout tous les énarques qui sont aux commandes, manifestement, ils ne font jamais les courses, ils ne savent pas trop ce que c'est. Mais je peux vous assurer qu'ils ne se rendent absolument pas compte de ce qui se passe. C'est le problème éternel, je pense que Alain vous en parlera bien mieux que moi, de la déconnexion des élites par rapport au peuple. J'estime qu'à partir du moment où Carrefour, Auchan sont obligés, aujourd'hui, en France, de mettre des antivols, y compris sur des bouts de fromage qui coûtent 2 € ou 2,50 €, c'est extrêmement grave. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que les vols, comme notre témoin, que je ne vais pas indiquer pour garder ça, puisqu'il est là avec nous, merci à vous, c'est pour ça que vous avez enregistré autant, une telle hausse des vols dans les supermarchés. J'estime que la France est en danger, j'estime que les Français sont en danger, j'estime que la classe politique, je dis ça en tant que journaliste, que cette classe politique est totalement aveugle. Nous sommes exactement comme en 1788 ou 89. Vous avez, d'ailleurs, je trouve que François Hollande ressemble beaucoup à Louis XVI, ce côté mollasson, ce côté mou. Quand Martine Aubry l'a traité, je la cite, hein, je la cite, c'est pas moi qui suis vulgaire. Dans le New York Times, elle l'a traité de couille molle. Je pense qu'elle avait tout à fait raison et je pense sincèrement qu'elle était en dessous de la réalité et de la vérité. Aujourd'hui, nous ne sommes plus gouvernés. Nous sommes soumis à l'Empire. Et une nouvelle fois, ça va lui faire plaisir, mais comprendre l'Empire, effectivement, a ouvert les yeux à beaucoup de gens. Et aujourd'hui, ma revue de presse va dans le sens du livre d'Alain. Et vous voyez que c'est l'intégralité des multinationales, dans leur grande majorité anglo-saxonne et surtout américaine, qui sont en train de prendre le pouvoir. Alors, tant et si bien, parce que là, on va retrouver une vieille connaissance. Hein. Regardez bien. Donc ça, c'était mon lecteur Ludovic qui m'a signalé que Lyon Capital, actionnaire majoritaire du groupe de surgelés Findus, oui, Findus, hein, va perdre la main au profit d'un pool bancaire composé de 2 banques créancières, JP Morgan et Highbridge, qui rachètent l'agroalimentaire. Vous avez Goldman Sachs, BNP, Morgan Stanley et bien entendu quelques autres, mais qui sont des petits joueurs à côté de cela. Je tiens à souligner, alors je tiens à le souligner et j'en suis très fier, parce que nos livres sont sortis en même temps, grosso modo à 15 jours près. Hein. On ne se connaissait pas à l'époque, je précise. Et à l'époque, j'avais donné ici des documents confidentiels que j'avais récupérés des plans secrets de Blight Masters, où je vous donne ce qu'elle rachète et sur quoi elle joue. Hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas, remarquez Crédit Agricole, ça le fait. Hein. Vous pourriez aller au Crédit Agricole et acheter du bétail vivant, par exemple, ou du bovin d'engraissement, du porc, du lard, du maïs, du blé, céréales, farine de blé, avoine, colza, sucre numéro 11, blanc numéro 5, éthanol,
café, cacao, coton, huile végétale, huile de palme, lait, jus d'orange et bois. Voilà tout ce que Blythe Masters, à la tête de son département des matières premières, rachète pour spéculer dessus et pour faire monter les prix. Je précise que le président de la Fédération des charcutiers se plaignait également du fait qu'eux ne pouvaient pas augmenter les prix parce que les supermarchés, bien entendu, les empêchaient. Alors qu'eux sont touchés par les opérations de Blythe Masters et de Goldman Sachs et des autres banques, hein, bien entendu. La BNP, je vous signale, a acheté tout le cacao. Hein, au mois d'août, en général, ils achètent tout le cacao pour faire monter les prix du chocolat, hein, et pour le revendre ensuite aux industriels. Voilà. Alors, juste pour vous donner une idée, ça c'est un petit rappel de 2010, avant que je donne la parole à Alain. Regardez bien, écoutez bien plutôt. Le blé, donc ça c'était de octobre 2009 à octobre 2010. Le cours du blé avait pris 74%. L'avoine, plus 68%. Le coton, plus 66%, etc., etc., etc. Bah, viande de porc, tiens, hein, puisqu'on parle des pigs, hein, puisque les anglo-saxons, pour eux, nous sommes les pigs, bien la viande de porc a pris 60%. Tout, ce sont des centaines et des centaines de milliards qui sont rentrés dans la poche de ces banques, hein, qui se sont servis dans notre assiette avant même que le produit, hein, soit acheté. Voilà ce que font les banques aujourd'hui. Elles le font de plus en plus pour se remettre de tout l'argent qu'elles ont perdu le 29 septembre 2008. Merci à vous. On se rend compte en fait qu'il y a deux phénomènes qui du coup s'additionnent. C'est que non seulement il y a une crise économique due à une contraction de l'économie, une contraction de la consommation, une baisse du nombre d'emplois qui est un phénomène exponentiel, mais il y a en plus du côté des banques qui ont pris le pouvoir sur le politique, quelque chose qui aggrave la situation de totalement irresponsable, qui est la spéculation notamment sur les matières premières alimentaires, etc. C'est-à-dire qu'au moment où en fait on devrait avoir des politiques qui lancent une politique de moralisation, de partage et de contrôle des prix, on a en fait ces deux phénomènes qui s'additionnent, c'est-à-dire des gens qui ont de plus en plus de mal à se nourrir, et d'un autre côté, des banques qui spéculent sur le prix des matières premières alimentaires, donc des prix qui montent, ce qui veut dire que ça donne un phénomène aggravant. Et n'oublions pas que quand on déchire le voile effectivement de ce qu'on appelle la science économique, où on essaie de toujours tout justifier par la fatalité des mathématiques, tout ça est en fait traduit un rapport de force qui a quand même beaucoup à voir avec ce qu'on appelle la lutte des classes, qui existe toujours même si elle s'est complexifiée et qui n'est plus à la mode. C'est-à-dire qu'au moment où on devrait avoir une politique guidée d'une main de fer, responsable et morale par des États qui essayent de gérer la crise par le partage, par la vision à long terme, etc. On a des prédateurs financiers qui se dépêchent d'accélérer leur profit en profitant d'ailleurs de la déstabilisation et de l'affaiblissement du politique. Ce qui fait qu'on a vraiment une situation effectivement très révolutionnaire et surtout d'une très grande violence, puisqu'on a un petit groupe de prédateurs qui a en réalité le pouvoir politique, puisque le pouvoir politique est soumis au pouvoir financier, qui profite d'une crise pour aggraver ses prédations à court terme, en sachant que derrière, on l'avait fait remarquer tous, la spéculation sur les matières premières alimentaires organisée par Goldman Sachs et JP Morgan a été estimée à 500 millions de morts dans le tiers-monde dans les dernières années. Oui, notamment, ils avaient spéculé sur le prix du riz. Ils avaient fait monter artificiellement le cours du riz. Et il y a au moins 2 gouvernements qui sont tombés en Afrique. Oui, mais et derrière, sans parler de tous les morts, bien sûr. 500 millions de morts, hein, c'est des chiffres colossaux quand on voit que... Je crois que c'est la Deutsche Bank, c'est dans le livre, et également, il me semble que même la Société Générale, mais je ne devrais pas dire de bêtises là pour le coup. Donc on a bien cette situation d'une très grande violence, de prédateurs qui ont les mains libres et qui se remplissent les poches sur la misère populaire, dans une période qui ne correspond pas à la période une période de croissance ou des 30 glorieuses. On pourrait imaginer effectivement que ces gens font des profits parce que tout est en croissance. On a réellement une période effectivement de contraction avec une hyper-violence financière et une impuissance totale du politique. Et après, la question, c'est quand on sait ça, c'est que faire, que se passe-t-il? Alors c'est là où il faut regarder. On en parlait tout à l'heure avec Pierre. Il y a l'idée de mentir et de dévier les colères. Hein. On voit bien ça. On voit aujourd'hui que les médias
au lieu d'informer, pratiquement produisent du mensonge de masse organisée. C'est-à-dire que vous voyez bien que si vous comparez les informations télévisées d'il y a 25 ans et d'aujourd'hui, on assiste à quand même une infantilisation et un mépris du public incroyable. On ne parle plus que de savoir s'il y a de la neige pour faire du ski, les soldes, des histoires sociétales qui parfois d'ailleurs peuvent avoir un petit intérêt, comme aujourd'hui, de savoir si la pilule de 3e génération va être remboursée ou pas. On découvre d'ailleurs qu'elle ne le sera plus. C'est assez bizarre, c'est qu'on a une hausse vertigineuse de l'avortement remboursé, mais par contre on ne veut plus rembourser les pilules. Espèce de phénomène assez incohérent à tous les. On voit qu'il y a une perte de contrôle totale de la vision globale de la part des politiques, et on voit ce mensonge médiatique où on ne ressent absolument pas la crise dans les médias dominants. BFM, il n'y a pas de crise, il ne sait pas ce que c'est. Il la masque par on parle beaucoup de climat, de problèmes climatiques, avec toujours cette idée d'associer les drames climatiques et l'économie, comme si l'économie était aussi un problème météorologique, c'est-à-dire une fatalité naturelle sur laquelle on n'a pas d'incidence, ce qui fait que finalement dans une société soi-disant où la raison domine et l'homme est au centre du système, on essaie de nous vendre en douce que tout est de l'ordre de la fatalité finalement, comme dans les sociétés du fatum, c'est-à-dire les sociétés religieuses d'il y a plusieurs siècles, ce qui est assez bizarre, c'est une espèce de décalage. On dit que l'homme est la mesure de tout, mais en même temps qu'il ne peut plus rien sur son destin. Vous voyez, c'est des espèces de décalage complet. Alors on a donc ce phénomène de mensonge systématique, ce qui m'a fait dire à un moment donné, moi, qui aime bien les formules à l'emporte-pièce, qu'aujourd'hui un journaliste qui travaille était une pute, sinon c'était un chômeur. Et c'est vrai, c'est que moi qui ai eu longtemps la carte de presse, et d'ailleurs, je fais une petite remarque, il y avait un classement sur Internet des journalistes, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelait journaliste, je ne sais pas trop quoi, là, il y a un nom, et j'étais premier haut la main. Il y a eu l'affaire Aziza pour ceux qui l'ont vu. Alors j'étais premier devant Thierry Messant, et d'ailleurs tu étais classé aussi dans le top 5. Et puis alors, les plus mauvais, c'était les journalistes du système. Et ben là, ils m'ont supprimé du classement en disant que je n'étais pas journaliste, que je n'avais pas ma carte de presse. Alors qu'en fait, tu ne l'as pas non plus, je suppose. Et qu'en plus, j'ai un numéro de carte de presse. Moi aussi, d'ailleurs. Moi aussi, j'ai ma carte de presse. Aujourd'hui, c'est pas mon statut fiscal, mais j'ai une carte de presse, je l'ai pour toute ma vie. Donc en fait, ils m'ont sorti du classement. Et pourtant, c'est même pas un truc institutionnel, c'est un truc un peu marginal. C'est-à-dire que même à ce niveau-là, il y a un travail de nettoyage, un travail de mensonge. Comme j'étais premier haut la main des journalistes crédibles, ils m'ont sorti en disant il n'est pas journaliste, il n'a pas sa carte de presse. Ce qui est scandaleux, parce qu'il faut savoir que PPDA n'a jamais eu sa carte de presse, par exemple, parce que le statut de la carte de presse, c'est un statut fiscal. Vous êtes journaliste si c'est votre premier revenu fiscal. Voilà. Donc pour les gens qui sont par exemple producteurs, animateurs, comme c'est très loin d'être leur premier revenu, ils sont journalistes sans avoir la carte de presse. Ils ne l'ont plus réactivée depuis très longtemps. Moi j'ai cessé d'avoir ma carte de presse depuis des années, mais j'en ai une, effectivement, c'est à vie, j'ai un numéro de carte de presse. Donc je pourrais même contester, je vais sans doute le faire pour demander de réintroduire dans le classement. Mais c'est pour dire que voilà, aujourd'hui les journalistes sont là pour mentir, colmater les brèches, et même des trucs sur Internet dont on pourrait penser que c'est pour compenser le mensonge des médias dominants, ils subissent aussi des pressions, puisque là, ils viennent de me virer. Vous savez, l'anglais a bien expliqué que les Américains ne faisaient pas de planche à billets. Attendez. Mais devant Marine Le Pen, c'est incroyable. C'est absolument incroyable. Je crois que les honnêtes gens, et vous en êtes souvent, ont cette naïveté de penser que nos élites ne peuvent pas mentir de façon éhontée. Alors en fait, ces gens-là spéculent sur. Il y a un mot, je crois en yiddish, qui s'appelle la chutzpah, que j'utilise souvent. En fait, on n'a pas suffisamment l'imagination maléfique pour imaginer à quel point ces gens-là nous mentent et nous prennent pour des imbéciles. Et c'est vrai qu'ils peuvent dire les yeux dans les yeux, effectivement, les Américains ne font pas de planche à billets, on a fait la loi de 73 pour empêcher effectivement que les États fassent la planche à billets, alors qu'en fait non, la planche à billets est réservée aux banques privées, c'est tout ce que ça veut dire. Et on voit avec les statistiques que ça n'a absolument rien changé au niveau de la courbe de l'inflation. Donc ça, c'est un truc dont vous devez avoir conscience, c'est à quel point on vous prend pour des imbéciles et on vous ment, et surtout l'institution vous ment, alors que les honnêtes gens, quand il y a quelque chose d'institutionnel, qu'il y a un drapeau français qui a marqué ministère de, pensent comme les enfants à l'école que c'est sérieux et que c'est vrai, puisque, comme on dirait quand on est petit, c'est le maître qui l'a dit. Et en fait, vu à la télé, ouais. c'est un peu ça, vu à la télé. Et ce sont des grossiers mensonges, parfois même des grossiers mensonges arithmétiques, c'est-à-dire des filouteries de bas étage. Et ça, c'est un gros travail de pédagogie, moi que je fais depuis des années, et c'est difficile, parce qu'effectivement, les gens ont été élevés dans le respect de l'autorité, de la vérité, effectivement, des instituts de sondage, comme l'indice des prix, qui est une escroquerie, où on enlève de l'indice des prix des choses qui sont très importantes. C'est vrai que le prix du téléviseur a baissé depuis 30 ans. Mais par exemple, le prix du logement a explosé. Alors aujourd'hui, dans votre budget, vous loger peut faire entre 30 et 50% de votre budget. Alors que pour un ouvrier dans les années 50, avec un seul salaire, il logeait sa femme et sa famille dans un logement qui aujourd'hui est
un paradis pour Bobo. Vous voyez, un pavillon ouvrier des années 50 devient aujourd'hui le luxe d'un haut salarié de Canal+, de pouvoir s'acheter une maison ouvrière dans le 20e arrondissement, pour ceux qui connaissent. Et ça, c'est des indices précis qui sont des indices réels. C'est-à-dire la dégradation du logement et le prix du logement, c'est une certitude. Hein. On a un vrai problème aujourd'hui en France pour se loger dans des clapiers. Une petite piole coûte pratiquement aujourd'hui la moitié d'un loyer et on vous demande aujourd'hui pour vous loger 4 fois votre revenu en salaire. Donc là, il y a un effondrement de la qualité de vie et du pouvoir d'achat, et on masque ça effectivement par comment dirais-je, la bricole technologique. C'est vrai qu'aujourd'hui... Excuse-moi, je veux rajouter autre chose. Il y a une arnaque et un mensonge sur le CAC 40, par exemple. Hein, ça relève exactement du même principe. C'est-à-dire le CAC 40, c'est un indice qui est composé d'un certain nombre d'entreprises. Il faut quand même savoir qu'en 2012, il y a 2 grosses entreprises qui ont été enlevées du CAC 40, et c'est pas n'importe quoi, c'est PSA. Hein, et Alcatel. Oui, pour pas plomber l'indice. Pour pas plomber. Donc on fait remonter, on remonte l'indice, le CAC 40 au cric. On est dans un système de tricherie systématique. Total. Si on voulait employer une métaphore, c'est comme si la météo vous disait, voilà, il fait, vous avez plus de quoi vous chauffer, mais c'est une chance, il fait 20. Alors il marque 20 à la télé et puis il neige dehors. Et en fait, la question que les gens se posent, c'est quand même la télé me dit qu'il fait 20, il neige dehors, mais quand même... On continue quand même à croire la télé malgré tout. On est un peu là-dedans. Hein. Et réfléchissez sur vos propres réactions à vous, vous verrez que c'est comme ça. Et aujourd'hui, le système s'en sort par les infos télévisées, où dans le temps, il y avait FR3 Régions qui faisait un peu le boulot. Mais pareil, le ménage a été fait quand on s'intéresse. Comme moi, je m'y suis intéressé au lent processus que j'appelle la centrifugeuse, où on a viré tous les gens qui voulaient faire leur travail honnêtement. Il faut oublier que si ça peut se faire aujourd'hui tel que ça se fait, c'est qu'entre 1900, on va dire 85-86, où il y a eu le virage de la rigueur en douce en France, qui a commencé en 83, mais qui a été effectif un peu plus tard, et aujourd'hui, on a viré systématiquement tous les gens qui n'étaient pas d'accord pour se soumettre. Et aujourd'hui, on est arrivé à un état de fait où, que ce soit Canal+, TF1, avec ce mensonge de dire que Canal+, ça serait pas TF1, vous voyez, cette idée qu'on nous a vendue, où Canal+, passait son temps à se moquer de TF1 comme s'ils étaient mieux, alors qu'en fait, c'est simplement qu'on touche une bourgeoisie un peu plus de gauche et un peu plus urbaine, mais ils disent autant de conneries, ils mentent autant, et c'est la même chose en réalité. Et on est arrivé aujourd'hui, effectivement, à ce que les diseurs de vérité sont des gens qui ont été totalement marginalisés. Et effectivement, le petit espoir, on le sait, c'est... Bon, bah toi, c'est une radio libre qui bénéficie encore d'un petit statut du moment où Mitterrand avait fait les radios libres, et des gens avaient cru que ça allait permettre de libérer la parole. En fait, c'était radio libre, ça veut dire libérer de la tutelle de l'État. Et donc, vouer entièrement au marché, c'est ça que ça voulait dire. Quand il y a le mot libre, il faut toujours se méfier. C'est libre de quoi? Il faut toujours rajouter de quoi? Libérer de quoi? Alors au début, ça donnait Radio Carbone 14, Radio Ici et Maintenant, donc des radios associatives un peu militantes. Et très vite, ça a donné Skyrock et Énergie. En fait, ça voulait dire libérer de la tutelle du politique et de la tutelle de l'État, c'est-à-dire libérer d'une autorité morale qui maintenait quelque chose, qui résistait finalement à la violence du marché, à la vulgarité du marché, qui amène systématiquement, vous le remarquez, quand il y a le marché, à mettre les gens à poil. Je l'ai mis récemment sur le site, c'est-à-dire à la pornographie, à la vulgarité et à la pornographie. Je vous l'ai montré récemment sur le site Égalité et Réconciliation, pour ceux qui y vont, où il y a une marque de vêtements qui, pour se faire parler d'elle, a dit que si vous arriviez à poil dans le magasin, vous avez le droit de vous habiller gratos. On arrive toujours à ce genre d'association avec le libéralisme libéré de toute tutelle morale, l'association du marché et du corps nu, d'ailleurs de la femme et de la jeune femme, et même de l'enfant, c'est-à-dire du corps désirable, du corps frais, pas du corps de vieux. Hein. On ne voit jamais de vieux à poil, hein, jamais. De même qu'on ne voit jamais de vieux gays. Vous avez remarqué, des vieux PD, on n'en voit pas. Parce que quand on est un vieux PD, on est malheureux, on est seul, on a juste un chat et un chien, plus personne ne veut vous... Et si vous n'avez pas d'argent... Non mais c'est la vérité. C'est la vérité. Toutes ces communications où le libéral veut dire libérer le corps, libérer de... On ne sait jamais de quoi, c'est toujours magique. La liberté de... C'est toujours mettre en avant finalement la jeunesse et la richesse. Et en général, la jeunesse au service de la richesse. Hein. Et on ne montre jamais ce que c'est que la liberté pour les pauvres et la liberté pour les vieux. En fait, c'est la liberté de crever seul dans la solitude. Parce qu'avant, il y avait effectivement les structures familiales, il y avait toute la tradition qui faisait que même si on était vieux, on avait quand même sa famille autour de soi. Aujourd'hui, vous avez vu les exemples de gens qui sont foutus dehors des maisons de retraite et foutus dehors de l'hôpital, anciens combattants, gens de 90 ans. Et c'est ça, cette violence de libéralisme associé à l'idée de liberté. En fait, c'est pas la liberté, c'est le libéralisme intégral et sauvage. Et effectivement, le libéralisme intégral est forcément sauvage. Et il amène systématiquement à la marchandisation du corps frais et du corps neuf jusqu'au corps des petits-enfants, avec tenter de banaliser la pédophilie. Hein, il y a une grosse action en ce moment. Et surtout, on cache les corps des vieux, et comme par hasard, on met en avant l'idée de la liberté de l'euthanasie. Vous avez le droit de mettre fin à vos jours quand vous êtes vieux pour ne pas plomber la sécurité sociale. C'est comme ça qu'on vous le vend. Vous verrez que c'est pas un droit. Très vite, ça va être une injonction et ça va être budgétisé. Et on met en avant effectivement des cas marginaux de gens qui veulent à tout prix mourir, des marronniers, pour amener l'idée de la gestion des vieux. Les vieux coûtent cher. Il va falloir s'en débarrasser. Et les jeunes, par contre, c'est une marchandise achetable. Hein. On voit qu'on libéralise de plus en plus. C'est-à-dire qu'on met
on met dans le marché l'adoption de plus en plus, et effectivement, on médiatise l'euthanasie, c'est-à-dire il va falloir tuer les vieux. Pour ceux qui ont vu les films des années 70, ça amène à Soleil Vert, vous voyez, ces films comme ça. On est assez proche de tout ça. Hein. Et donc là, je suis toujours dans cette idée de mensonge et de trucs cachés, et de toujours associer libéralisme et liberté. Et quand on vous dit plus de liberté, c'est voilà l'idée des radios libres, c'est libérer de quoi? Posez-vous toujours cette question, cette transitivité. Hein. Résister à quoi? Libérer de quoi? Et là, vous verrez que d'un seul coup, ça devient plus compliqué et que vous êtes souvent face à un mensonge. Alors, pour ne pas être totalement négatif, moi, j'ai beaucoup parlé de la fin de l'année 2012, qui était qu'on était proche de la Troisième Guerre mondiale. On a échappé à ça. Vous avez vu que le moment, parce que là je disais les médias mentent, c'est une première donnée pour cacher la crise, mais aussi la crise qui doit amener fatalement à la guerre. Tout le monde le dit, hein, que la solution à la crise, ça sera la guerre, comme la solution à la crise de 29, qui s'est prolongée jusqu'en 39, a été finalement solutionnée par la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Toutes les autres mesures n'ont jamais marché. Le New Deal a été un échec total. Un échec total. Hein. Voilà. Par contre, en 45, 50 millions de morts. Les gens sont d'accord pour discuter à nouveau, pour partager un peu plus. Les prédateurs ont peur parce qu'ils sont passés pas loin de la correctionnelle. On est toujours dans une crise économique qui nous approche de la guerre. Beaucoup pensaient que la Troisième Guerre mondiale commencerait fin 2012 parce que des gens le voulaient absolument. Il faut se rappeler de la prestation de Netanyahou à l'ONU avec son petit dessin de la bombe. Nos amis sionistes, on va les appeler comme ça, rêvaient de la Troisième Guerre mondiale. Ils la voulaient. Ils voulaient que les États-Unis attaquent l'Iran. Certains religieux, parce que c'est toujours connecté, pensaient que la Troisième Guerre mondiale accélérerait la venue du Mashiach et organisaient des prières, il faut le savoir, pour que la Troisième Guerre mondiale démarre. C'est-à-dire qu'eux, ils rêvaient de ce bain de sang mondial pour asseoir leur pouvoir, c'est-à-dire que c'est leur vision du monde. Et il se trouve que on va dire la peur des gens de bon sens, et notamment les élites militaires américaines, parce qu'il n'y a pas tellement de gens de la communauté organisée qui font West Point. C'est un peu comme quand vous cherchez chez les pompiers volontaires et les gendarmes. On trouve beaucoup moins de noms à consonance ashkénaze que dans les médias et dans la banque. C'est de la sociologie. Il n'y a pas de préjugés. Hein. Voilà. Là, on voit des Gaulois partout. On se croit au Canada. Vous voyez, quand on regarde en général le nom d'un gendarme, on se croit au Canada. Il s'appelle toujours Lefebvre, Gontran, rarement Askolovitch, voyez, ou Attali. Vous voyez. Donc, il y avait quand même des gens qui voulaient à tout prix déclencher cette guerre, et il se trouve que les hauts gradés de l'armée américaine ont dit on ne va pas attaquer l'Iran, c'est une catastrophe, ça sera encore pire que le Vietnam. Et on voit qu'on est passé un peu de l'autre côté. On voit notamment que Obama vient de coopter dans son gouvernement deux personnalités considérés par les associations juives américaines comme antisémites, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas déclencher la guerre contre l'Iran. Parce que c'est toujours le truc de la diabolisation. Quand vous résistez à l'oligarchie mondialiste, vous remarquerez, toi ça t'est pas encore arrivé, mais en général ça vient, on est très vite traité d'antisémite. C'est marrant, ça nous oblige à avoir une réflexion sur certaines chaînes causales et certains pouvoirs. Voilà. Et donc nous avons effectivement échappé à la guerre. Et je pense que la guerre s'éloigne un peu en ce moment, parce que vous remarquerez aussi qu'en Syrie, le nouveau gouvernement américain accepte de dialoguer avec Poutine, qui a refusé de se coucher face à la tentative de destruction de la Syrie, comme avait été détruit par les soi-disant révolutions de Jasmin. On a déstabilisé un peu on va dire tous les régimes qui étaient issus, dont je ne fais pas l'apologie, mais qui étaient issus de la décolonisation. Hein. On voit qu'il y a une espèce de marche forcée pour mettre dehors un peu tous les régimes qui étaient issus du panarabisme et de la décolonisation. Et normalement, le moment majeur devait être la destruction de la Syrie telle qu'elle est et la soumission de la Syrie. Et il se trouve que par l'intervention de Poutine et aussi le soutien des Chinois discrètement, ça ne s'est pas fait. Et là, on voit que ce danger du début de la Troisième Guerre mondiale, qui commencerait pour la prise de Damas, s'éloigne un peu, parce que le nouveau gouvernement Obama étant à son deuxième mandat et ne pouvant pas se présenter une troisième fois, sait qu'il est tranquille pour 4 ans et que donc il peut avoir un peu d'autonomie. Et là, il vient de défier effectivement la toute-puissante communauté sioniste américaine. Hein. On dit ça comme ça, mais on sait très bien que c'est le lobby le plus puissant aux États-Unis. Et il vient de mettre, disons, dans la haute administration américaine, des gens qui ne sont pas pour aller à tout prix à la guerre sur l'idée de conflit de civilisation, c'est-à-dire avec cette espèce de mensonge, de déclaration de guerre contre le monde arabe. Je fais d'ailleurs une petite parenthèse. L'ancien ambassadeur du Soudan français l'ancien ambassadeur français du Soudan vient d'écrire un livre très courageux pour dire que le conflit du Darfour et plus généralement la sécession du Sud-Soudan n'avait rien à voir avec un problème de lutte de musulmans contre chrétiens, comme les Bernard-Henri Lévy veulent toujours nous le faire croire, mais que c'était lié à une volonté américaine de casser le plus grand pays et africains et musulmans avec d'énormes réserves dans une lutte en fait entre les Américains et les Chinois. C'est-à-dire que les Américains en ce moment essayent de contrer les Chinois en Afrique, non pas par la concurrence industrielle, ils y ont renoncé, mais par la menace militaire. Et ils habillent toujours ça du conflit de civilisation, en osant croire que ce sont
des chrétiens contre des musulmans et des musulmans contre des chrétiens. Donc on est toujours pareil dans cet habillage en fait d'une guerre qui est essentiellement économique, habillée de religion avec la bêtise et la complicité de certains. En réalité, l'ambassadeur du Soudan, qui connaît bien la question puisqu'il était ambassadeur du Soudan, vient de nous dire qu'il n'y a pas de conflit islamo-chrétien de fond au Soudan, puisqu'en fait c'est des communautés. L'idée que le Sud serait musulman ou le Nord chrétien, enfin je ne sais plus d'ailleurs si c'est ça ou l'inverse, est un mensonge, c'est totalement imbriqué. C'était d'ailleurs la même chose en ex-Yougoslavie. C'est un mensonge, un habillage qui cache en fait la volonté des Américains et des Israéliens d'aller foutre la merde partout en Afrique pour contrer les Chinois qui essayent d'aller y chercher leurs matières premières et les moyens de leur développement. Donc par exemple en ce moment on voit des gens effectivement, un ambassadeur français, donc de la haute administration française, de la haute administration américaine qui se révolte contre la propagande et la stratégie néoconservatrice qui est américaine et américano-sioniste. Et ce qui veut dire que des gens en ce moment se lèvent contre la menace, je dirais, de guerre et son explication par le conflit de civilisation. Ce qui me permet d'arriver à mon troisième point qui est pour gérer la crise, il y a le mensonge des médias, il y a les va-t-en-guerre, on y a un petit peu échappé cette année, et ceux effectivement qui essayent de dévier les colères, c'est toujours lié par un habillage effectivement d'un conflit qui est très souvent un conflit économique et un conflit de vision du monde, par un habillage dont le truc majeur effectivement est le problème de l'islam. On voit très bien aujourd'hui en France que pour dévier les colères qui sont des colères liées à des choix économiques, liées à des élites sociales qui sont en général composites, je le dis, à la tête de l'oligarchie, vous avez des juifs, des catholiques et des musulmans. C'est en fait les mammonistes, c'est-à-dire que c'est la fraternité des super riches contre le reste du monde. Hein. Il faut bien comprendre ça, il suffit pour ça d'aller se promener à Neuilly. Il n'y a pas d'engueulade entre les Saoudiens, les juifs riches et les catholiques riches. Ils ont des beaux appartements, ils n'ont pas de problème de promiscuité, il n'y a pas de violence entre eux, ils s'entendent très bien. C'est pour ça qu'il ne faut jamais tomber dans ce piège du conflit de religion, du conflit de civilisation. En réalité, l'oligarchie, les élites oligarchiques sont composites. Alors évidemment, la puissance motrice, c'est la puissance vétérotestamentaire, ce sont d'ailleurs les juifs et les protestants parce qu'ils ont une vision du monde qui permet de justifier une violence économique beaucoup plus que les catholiques ou les musulmans, puisque comme je le dis souvent, les catholiques et les musulmans, pour eux, l'usure est contre leurs valeurs profondes, et ils ont un peu du mal à justifier la violence sociale. Hein, c'est-à-dire les évangiles condamnent la violence sociale, et l'islam, bien compris aussi, exige une certaine charité, un certain partage. Par contre, dans le protestantisme et dans le judaïsme, on peut justifier religieusement une très grande violence sociale. Et c'est pour ça que c'est eux qui pilotent en ce moment cette période d'hyper... Oui, mais tout ça est articulé, cette période d'hyper-libéralisme et d'hyper-violence libérale. Pourquoi ce sont eux qui sont à la tête de ça? Parce que finalement, leur idéologie profonde valide, alors que chez les musulmans et chez les catholiques, ça rentre en contradiction. C'est-à-dire qu'il y a une culpabilité, il y a une honte, et il y a un problème moral qui se crée. C'est pour ça que c'est pour moi très important aujourd'hui d'associer la résistance musulmane et la résistance catholique sur cette idée de résistance à Mammon, c'est-à-dire à l'usure. Nous sommes dans des systèmes de valeurs, puisqu'une religion, pour quelqu'un qui n'est pas croyant, est un système de valeurs en dernière instance. C'est-à-dire une verticalité, c'est une hiérarchie de valeurs morales. Les musulmans, comme les catholiques, qui sont les plus attaqués aujourd'hui dans le monde, comme par hasard, tu le disais, on nous traite de pigs. En fait, les deux systèmes de valeurs qui sont les plus attaqués aujourd'hui dans le monde par le système judéo-protestant, c'est-à-dire les gens qui sont sur l'Ancien Testament, et l'Ancien Testament non pas pré-chrétien, mais anti-chrétien, hein, Ézéchiel, il suffit de lire. Hein. Finalement, c'est les deux mondes les plus attaqués par les judéo-protestants sont les catholiques et les musulmans. Hein, il y a une énorme offensive anti-catholique que vous devez comprendre à travers les soi-disant prêtres pédophiles. Il n'y a pas plus de pédophiles chez les prêtres que chez les éducateurs laïcs et que chez les rabbins, en réalité, et que chez les moines bouddhistes. C'est-à-dire que les hommes célibataires qui sont au contact des enfants, ça crée fatalement de la prédation. Mais c'est aussi vrai chez les laïcs, chez les catholiques, chez les protestants un peu moins parce qu'ils ont droit à une femme, donc ils sont moins tentés. Mais c'est pour ça que on voit vraiment qu'il y a une offensive anti-catholique aujourd'hui par cette... Et orthodoxe. Oui, orthodoxe aussi. Les fémènes sont comme par hasard des prostituées ukrainiennes financées par des milliardaires juifs pour diaboliser quoi? La religion orthodoxe et la religion catholique. On les voit jamais profaner une synagogue, hein, jamais. Hein. Ni même un temple protestant. Toujours église orthodoxe et église catholique. Donc toujours, on est bien quand même dans ce monde où il y a une guerre économique qui se passe et qui est habillée par des mensonges et de la manipulation médiatique, où on diabolise en permanence les catholiques et les musulmans. J'insiste ça, moi je suis catholique, souvent on me dit t'en fais trop avec les musulmans. Je suis obligé parce que la population musulmane est une population clé aujourd'hui en France. C'est-à-dire que la réconciliation nationale passe quand même par l'assimilation ou pas de ces 7 millions de musulmans. Soit on les poussera à la guerre contre nous, soit finalement ils se sentiront français et seront solidaires des Français de souche de culture catholique. Si on échoue là-dedans, c'est l'étincelle de la bombe. C'est pour ça que c'est très important. Moi, je vais là où c'est dangereux. Ça ne veut pas dire que je suis
me passionne pour l'islam, mais c'est parce que c'est une des clés aujourd'hui. On voit bien qu'il y a une énorme diabolisation du musulman. Et on voit bien aussi une guerre déclarée contre le catholicisme, qui d'ailleurs vient d'être déclenchée par les laïcards. Vous avez remarqué que sur l'histoire du mariage pour tous, qui est en fait mariage homosexuel, aujourd'hui le pouvoir soi-disant laïque, qui est en fait le pouvoir maçonnique, tire à boulet rouge sur les catholiques, pas sur les musulmans. Oui, Canal+ fait une campagne depuis plusieurs mois. On voit bien que la petite ministre Belkacem va dans les écoles dites de la République pour faire de la propagande auprès des petits-enfants pour le mariage homo, ce qui est scandaleux, parce que normalement il y a devoir de neutralité, et interdit aux écoles dites libres, qui sont les écoles catholiques, de lancer le débat auprès de leurs élèves. C'est-à-dire qu'on voit vraiment là qu'on est dans cette guerre économique d'un côté, qui est une guerre de prédateurs contre l'ensemble des peuples, et je dis l'ensemble des peuples, quelle que soit leur religion, et des prédateurs, quelle que soit leur religion. C'est vraiment une division riche-pauvre. Hein. En haut, l'oligarchie, je vous dis, on voit les Saoudiens et les Qataris, ce sont des musulmans, ils sont bras dessus, bras dessous avec les américano-sionistes. Donc voilà, la lecture de religion effectivement est intéressante sur le plan du livre, du texte, mais après, quand on transpose sur le plan social, ça devient beaucoup plus complexe. Et il ne faut pas se laisser piéger. Hein. Vraiment, la lecture de classe est importante, et il ne faut pas les opposer. On peut être un religieux, on peut penser que les valeurs à respecter sont dans les évangiles ou sont la charia, et ne pas oublier que tout ça, malheureusement, dans le monde réel, est, parasité, perturbé par la réalité des rapports de classe. C'est très important de combiner ces déterminations, comme c'est très important d'écouter Jovanovic et moi, et ces multiples éclairages. Parce que sinon, on se fait piéger et on tombe effectivement on devient l'idiot utile du système, qu'on choisisse un camp ou l'autre, puisqu'on rentre dans une logique de guerre. Or, en fait, pour qu'il y ait une guerre, il faut qu'il y ait deux adversaires qui veulent se tuer. Je veux dire, que vous choisissez un camp ou l'autre, vous avez perdu. C'est ça l'idée, puisque vous faites la guerre. Voilà, c'est ça l'idée, c'est d'empêcher de faire cette guerre, qui sera une guerre de pauvres, qui tuera des pauvres, qu'ils soient d'ailleurs musulmans ou catholiques, parce que vous voyez bien que dans les quartiers populaires, c'est des musulmans pauvres au service de chrétiens pauvres, et qui sont les plus touchés par le chômage, et qui aujourd'hui d'ailleurs ont des problèmes alimentaires, ce que je n'avais pas identifié il y a quelques mois, quand je disais la révolution n'est pas pour demain, parce qu'on ne se bat pas pour de la nourriture, on se bat plutôt en banlieue contre l'obésité. C'est vrai que c'est d'ailleurs une situation américaine. C'est assez paradoxal qu'aujourd'hui un riche se montre parce qu'il est mince et un pauvre parce qu'il est gros, ce qui est l'inverse des sociétés traditionnelles, où on montrait son opulence sociale par son embonpoint, ce qui existe encore un peu en Inde, on le voit, où les acteurs, ça change un peu d'ailleurs avec la mondialisation, mais dans le temps, les jeunes premiers du cinéma indien étaient des gros, parce que ça voulait dire gros, attrayant pour les femmes, parce qu'on a moyen de nourrir plus que lui-même. Hein, alors que le mec mince qui plaît à Hollywood, en Inde, il tire pas une gonzesse parce que ça veut dire crevard. Vous voyez, et c'est intéressant de comprendre les codes, ces différences de codes esthétiques. Et on voit qu'avec la mondialisation et la jonction de Bollywood avec Hollywood, les standards esthétiques masculins en Inde évoluent. On le voit. On a de plus en plus une internationalisation et une unification de la beauté, ce qui n'est pas forcément un avantage, parce qu'avant les gros pouvaient baiser en Inde. Maintenant, et ça devient difficile pour eux, même en Inde, vous voyez. C'est donc c'est petite aparté. Donc on voit bien pour compléter cette discussion, c'est qu'on a une crise très violente cachée par les médias qui sont devenus non pas des gens qui vous montrent la réalité, mais qui vous la cachent. On ne parle même pas des politiques, je pense que vous avez compris que les pauvres sont là finalement pour prendre les coups à la place des banquiers, ce qui me fait dire moi d'ailleurs qu'aujourd'hui qu'il n'est plus très courageux d'attaquer les politiques. Et d'ailleurs on voit que c'est le boulot du canard enchaîné, des espèces de soi-disant canards. J'insiste là-dessus, hein, si le canard enchaîné était subversif, profondément, il y a longtemps qu'il aurait disparu. Absolument. C'est vraiment ça pour les couillons, quoi. Hein, je veux dire, je déteste ce canard personnellement. C'est toujours montrer des petits scandales, des petites choses, et jamais rien du sérieux et du réel. C'est donner à manger aux cadres supérieurs qui se croient encore lucides, parce qu'ils ont vu que Sarkozy n'a pas payé au prix du marché son appartement à Neuilly. La vérité, c'est combien il a touché de rétrocommissions sur les emprunts d'État et les ventes d'armes. Et là, vous verrez que il n'a pas arnaqué sur des sommes de 10 ou 100 000 euros. C'est des milliards d'euros. Vous n'avez même pas assez d'imagination pour comprendre combien ces gens-là volent quand ils passent par le pouvoir, entre les fonds secrets et les rétrocommissions. Je pense que vous ne pouvez même pas deviner le bas de laine que s'est fait Sarkozy pendant ses 5 ans de présence au pouvoir. Vous n'avez pas accès à ces échelles de richesse. Hein. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser à l'affaire qui sort en ce moment sur l'assassinat de Kadhafi et l'intermédiaire libanais qui en ce moment s'énerve un peu parce qu'il n'a pas touché sa commission. Hein. Non mais tant mieux d'ailleurs, tant mieux. Du coup, il se fâche un peu parce qu'il n'a pas touché. Et croyez-moi que là, vous verrez ce que c'est que les sommes détournées et pourquoi des gens se battent pendant 30 ans pour accéder au pouvoir suprême politique. C'est pas pour toucher le salaire du président de la République. C'est des sommes de 10 000 euros, je sais pas trop quoi. Les rétrocommissions sur les emprunts d'État et les commerces d'armes, c'est des milliards, vous voyez. Et c'est ça la réalité du pouvoir. Donc c'est intéressant on part un peu dans tous les sens, mais d'atteindre à une certaine maturité, je dirais, de la conscience politique. C'est très important, moi je dis, si on veut faire un travail de démocrate, je ne sais pas ce que ça veut dire, je pense que Chouard s'intéresse plus à ce sujet-là que moi. Moi,
Je me demande même si c'est vraiment si ça existe et si c'est même la solution. Mais à minima, ce qu'on peut faire sur net, c'est essayer de faire monter le niveau de conscience des électeurs pour qu'ils disent qu'au moins ils votent en connaissant un petit peu le sujet. Or, le travail du système, c'est l'inverse. C'est de vous dire, voilà, vous avez le choix entre la gauche et la droite, il y a une gauche, il y a une droite, et un coup à gauche, un coup à droite. C'est vraiment, c'est catastrophique, quoi. Donc moi, j'essaye, par mon petit travail, d'allumer des petites questions dans vos esprits pour essayer d'élever votre niveau de conscience citoyenne. Il n'y a que comme ça que je peux montrer que je vous respecte et que je suis un peu un démocrate finalement. Parce que je pense qu'un citoyen formé politiquement est moins facilement manipulable et vote moins bêtement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand il est bien formé, il se dit qu'est-ce que je peux faire aux élections, et il en arrive à la conclusion comme choix, je m'abstiens de voter. Plus l'abstention va monter, mieux ce sera. Parce que c'est une disqualification du système, finalement. On en arrive à ça comme conclusion. Le citoyen intelligent et lucide politiquement s'abstient d'aller voter. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils sont tellement inquiets de ça qu'il y a des pays où le vote est obligatoire et est sanctionné. En Belgique, si vous ne votez pas, vous avez une amende. Parce que sinon, ça s'effondre à 30%, vous voyez. C'est-à-dire que quand les gens ne votent plus à 30%, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont complètement idiots. Ça veut dire à un moment donné qu'ils ont compris que ça ne changeait jamais rien d'aller voter. Et que de toute façon, le meilleur signal qu'ils pouvaient envoyer, c'est « je ne vais plus à votre spectacle ». Et c'est vrai que quand là c'est plein, quand la salle est vide, comment dirais-je, l'acteur, le guignol, le clown commence à s'inquiéter parce qu'il n'y a plus de public. Et peut-être que la meilleure sanction à imposer aux politiques aujourd'hui, c'est de la chaise vide. C'est-à-dire, on en arrive à ça comme solution momentanée. Hein, je veux dire, parce qu'on voit effectivement que finalement, pour punir Sarkozy, on a voté Hollande, pour sortir l'un de l'autre. Et là, on attend de savoir. On se dit 4 ans, c'est même long, 5 ans, c'est même long. Si on pouvait revoter aujourd'hui, il y a des gens qui seraient déjà prêts à voter Copé. C'est pour vous dire le niveau de. C'est affligeant. Hein, voilà. Donc, on en est là. C'était ma petite synthèse. On a donc face à une crise très profonde que nous explique Pierre, parce qu'elle touche maintenant l'alimentaire. Hein, c'est-à-dire, on n'est plus. La bouffe, effectivement, c'est le cœur même de l'économie, je dirais, de nécessité. Si on ne mange pas, on meurt. Hein. Il y a la reproduction de sa force de travail, c'est-à-dire le chômage de masse, pour pouvoir manger, hein, se loger puis manger. On en est arrivé, on avait la logique des SDF, hein, on a jeté dans la rue, à partir de la rigueur, de plus en plus de gens dans la rue. On s'en est très bien accommodé, ce qui est scandaleux. On a beaucoup de gens normaux dans les rues. C'est plus les clochards des années 60, avec Jean Gabin, qui étaient des marginaux qui décidaient de vivre dans la rue. On a aujourd'hui beaucoup vous regardez, d'hommes dans la force de l'âge, qui dorment dans la rue aujourd'hui, notamment dans les beaux quartiers. C'est assez dégoûtant. Et ça a commencé en 83, on s'en est accommodé. Aujourd'hui, la phase suivante, c'est après le chômage, c'est la faim. Effectivement. Donc je pense qu'après la faim, il y a le meurtre. C'est-à-dire qu'il y a... Absolument. Il y a le... Ça, c'est l'étape suivante. L'étape suivante, c'est clair, hein. la généralisation de la violence pour la prédation immédiate. Et ça donne vraiment des périodes de déstabilisation totale où l'insécurité est systématique et partout. Et ça, c'est la phase d'après qui ressemble au film de... Excuse-moi, j'ajoute, il y a une phase intermédiaire, c'est le suicide. Hein. Oui, c'est une période, c'est de la mise à mort aussi. Voilà, c'est hausse des suicides des Français sur les rails de la SNCF, hausse de 30%. Oui. Et notamment, par exemple, le plus fort taux de suicide en France, la police et les paysans. Absolument. C'est-à-dire les gens qui ont en charge la sécurité publique et les gens qui ont en charge de vous nourrir et qui crèvent de faim en vous nourrissant. L'agriculture française est la plus productive du monde et un agriculteur a du mal à bouffer. Ce qui est un paradoxe, une obscénité totale qui prouve bien que nous sommes dans une société qui marche à l'envers et qui ne peut pas durer très longtemps. Voilà. Donc j'ai résumé ça. Une crise très profonde qu'on nous cache par le mensonge des médias et le mensonge des politiques. Une volonté des élites d'aller à la guerre, c'est-à-dire ce qu'on appelle gérer par le chaos, c'est-à-dire d'aggraver encore la situation pour continuer à dominer. Parce qu'il faut bien comprendre que la petite délinquance, je l'ai expliqué, est autorisée par la grande. En fait, ça dévie vos colères et ça a permis aux prédateurs du haut de continuer à le faire. C'est pour ça qu'il ne faut jamais opposer les deux. La petite délinquance est voulue par la haute. Et en réalité, on a les moyens, avec une France telle qu'elle est organisée au niveau policier, d'éradiquer la délinquance très facilement en quelques mois. C'est une volonté de pourrissement généralisé. Il faut bien comprendre. Tous les initiés le savent, les policiers le savent, les gradés le savent, etc. Donc on a donc c'est dévier les colères par la délinquance autorisée de base, hein, celle qui touche les gens du quotidien, on le voit dans les villes, à Marseille, à Grenoble, etc. Dévier les colères en ethnicisant le conflit de classe, c'est-à-dire en parlant de religion, de race, les noirs, les blancs, etc. Alors qu'en fait, il y a en France, je crois, dans une société bien organisée, à manger pour tout le monde et du travail pour tout le monde. Il n'y a pas de fatalité. Donc on a dévié les colères sur la religion, sur la race, donc éviter ce genre de piège pour amener à de la violence horizontale. Et en dernière instance, la prise de conscience de tout ça, effectivement, que faire? Déjà, dans un premier temps, comprendre tout ça. Et effectivement, pour l'instant, je crois effectivement la politique de la chaise vide par rapport aux politiques, de moins en moins regarder la télé aussi. Hein, il y a Internet, on se bat pour amener de l'information alternative. Et je pense que effectivement, c'est casser le marché de la
comment dirais-je, du spectacle, ce que Debord appelait le spectacle. Ça serait ma conclusion. Et c'est d'ailleurs rassurant que vous soyez là plutôt que devant votre télé ou devant je ne sais pas ce qu'il y a à cette heure-ci normalement. Si on est vendredi, voilà. Je pense que plus les indices effectivement électoraux, les indices des émissions d'information généralistes baisseront, plus ça sera bon signe. Et effectivement aussi, ça c'est un autre volet, mais on en parlera à d'autres conférences, nous tenir prêts, effectivement, au moment de la dislocation totale, à non pas être victime de cette dislocation, mais à incarner finalement l'organisation de substitution, hein, par comment dirais-je, du sursaut citoyen, de groupe, enfin de collectif. Hein. Il y a la conscience individuelle pour le savoir, et après l'organisation est toujours collective. Hein. Et ça, c'est pour ça qu'avec Pierrot, on s'intéresse à certaines questions, qu'on parle de survivalisme, etc. C'est quand il va y avoir le chaos généralisé, il va falloir que des gens finalement se réorganisent à minima pour compenser. Et tout ça, c'est une vision globale qu'il faut avoir, étape par étape. Voilà. Et j'arrêterai là parce que c'est un peu hors sujet. Voilà.